en format étendu de 18h30 à 20h30. Tout cela pour nous permettre de prendre le temps du débat sur une question importante pour les ingénieurs et pour la société civile, celle de la transition énergétique, et plus précisément celle des scénarios envisageables pour engager cette transition énergétique. Alors qu'est-ce qu'un scénario ? Un scénario, c'est un exercice prospectif qui ne révèle pas de la science-fiction, mais d'une planification rationnelle. Il ne s'agit pas ici de prévenir l'avenir énergétique de la France, mais de débattre collectivement de l'avenir énergétique que nous souhaitons et du chemin possible pour l'atteindre, sachant que le chemin est sujet d'embûches physiques, économiques, sociétales. Il se trouve que depuis quelques années, les scénarios se multiplient dans de nombreux pays pour montrer que le passage à une électricité 100% renouvelable, eau, soleil, vent ou biomasse, est possible sur le plan technique et économique d'ici 2050. On a maintenant des scénarios institutionnels qui vont dans ce sens. Par exemple, celui de l'ADEME en 2018, qui a fait un scénario avec 95% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2060. Mais le débat est particulièrement vif en France, où le nucléaire, énergie décarbonée, continue de fournir plus de 70% de notre électricité. Pour ce café éthique, nous vous proposons de mettre sur la table 2 scénarios de transition énergétique qui s'accordent sur l'objectif d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, mais divergent sur les moyens. Le scénario dit Négawatt 2017-2050, soutenu par l'association Négawatt du même nom, né en 2001 de la volonté d'un collectif d'experts indépendants et de praticiens de l'énergie de promouvoir en France un scénario énergétique plus soutenable. Ce scénario très ambitieux, qui est le 4e et dernier proposé par l'association, envisage un arrêt complet du nucléaire d'ici 2035 et un mix énergétique à 100% renouvelable à l'horizon de 2050, moyennant une démarche plus sobre, plus efficace et plus locale des ressources énergétiques. Le scénario Négatel, quant à lui, est soutenu par l'association Sauvons nos climats. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce scénario mise également sur la sobriété et l'efficacité, mais surtout sur un fort accroissement de l'appel à des sources alternatives d'énergie décarbonée pour remplacer en grande partie les combustibles fossiles, soit les renouvelables sources de chaleur, l'électricité issue du nucléaire et dans une moindre mesure des renouvelables, et des biocarburants pour la mobilité. Donc pour mener à bien cette discussion, nous avons invité 2 intervenants que nous remercions chaleureusement. Donc premièrement, Philippe Hansen, ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, chimiste de formation, professeur professeur CPGE, rédacteur du blog Énergie Crise, co-auteur d'un scénario de transition énergétique mondiale avec contention du réchauffement climatique par déploiement du nucléaire. Il intervient aujourd'hui comme expert de l'association Sauvons le climat et défenseur du scénario Négatel dont il a écrit une variante. Nous accueillons ensuite Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt. Il est membre du service d'études de l'information WIS Paris, membre des groupes permanents d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire et lauréat en 2012 du Nuclear Future Award pour sa contribution au scénario Négawatt. Donc, avant de discuter des scénarios de transition énergétique que vous défendez l'un et l'autre, et de débattre ensuite sur vos points de désaccord, nous aimerions d'abord commencer par vous faire converger sur un état des lieux. Est-ce que vous pourriez du coup revenir notamment sur 2 points ? Vous accordez pour dire qu'une transition énergétique est nécessaire. Monsieur Hansen, est-ce à cause des problèmes de réchauffement en aval ou de disponibilité des énergies en fossiles en amont, ou bien les 2 ? Les 2. Alors d'abord, on a été sauvé d'une crise pétrolière majeure seulement grâce aux Américains qui ont creusé des puits dans leur jardin comme ils ont monté des ordinateurs dans leur garage. Donc ça a étonné même les grandes entreprises pétrolières qui maintenant vont poursuivre le mouvement. Et on sera sauvé d'une crise pétrolière seulement si on arrive à développer des huiles de roche-mère au-delà des États-Unis. Alors, donc, à moyen terme, on risque une crise importante à cause de l'accessibilité aux hydrocarbures. Et à très long terme, on est en train de mettre la Terre dans un état d'évolution irréversible vers un réchauffement sur plusieurs siècles.
Donc on a deux contraintes, une à court terme sur les hydrocarbures et une à plus long terme sur le climat. Alors en France, c'est se conjugue parce que le principal émetteur de CO2, c'est le pétrole. Donc je pense que là, il y a vraiment convergence. Voilà. Merci. Monsieur Marignac, pourriez-vous rappeler les objectifs climatiques fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la stratégie nationale bas carbone de 2018, ainsi que les évolutions du mix énergétique envisagées par l'État français? Alors oui, mais je vais peut-être juste rebondir sur le point précédent pour dire que, évidemment, la question de l'épuisement des ressources fossiles, mais aussi métalliques d'ailleurs, et la question du changement climatique sont deux problèmes majeurs de soutenabilité, mais que la soutenabilité, elle est aussi, la crise de soutenabilité, elle est aussi bien plus large. Elle touche à des tensions géopolitiques, à des questions d'accès à l'énergie, à des questions de pollution de l'air et de l'eau, et c'est bien toutes ces problématiques qu'il faut traiter, auxquelles il faut trouver des solutions qui soient globales. Sur la loi, les objectifs actuellement fixés par la loi en France, alors avec une petite complexité, c'est qu'on a eu une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, avec une contradiction peut-être dans les termes, mais en tout cas c'est ce qu'ont souhaité les parlementaires en 2015, qui a été revu pour partie renforcée, pour partie amoindrie en novembre 2019, octobre 2019, si ma mémoire est bonne. Les objectifs que fixe cette loi, alors d'abord c'est en 2015, c'était un objectif de division par 4 à l'horizon 2050 de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelait le fameux facteur 4, et c'est important de souligner que, en lien avec les objectifs de l'accord de Paris, cet objectif-là a été renforcé pour parler aujourd'hui de neutralité carbone à l'horizon 2050, on y reviendra certainement. La loi contient aussi un objectif qui est nécessaire, notamment pour atteindre cette neutralité carbone de division par 2 de la consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Et puis elle contient des objectifs intermédiaires sur la réduction des énergies fossiles, la réduction de la consommation globale en énergie finale, l'augmentation de la part des renouvelables, et ce fameux objectif sur le nucléaire qui, donc en 2015, était de réduire la part du nucléaire, qui est aujourd'hui 70%, à 50% à l'horizon 2025, et qui a été transformé l'année dernière en horizon 2035. Merci pour ce cadrage. Nous vous proposons maintenant de vous laisser la parole pour 10 à 15 minutes chacun, afin de présenter le scénario de transition énergétique que vous défendez. Négawatt pour M. Marignac et Négatel pour M. Hansen. Qui veut commencer? Non, moi je veux bien, on a convenu que c'était moi qui commençais, mais du coup, voilà, il faut juste avoir la présentation qui arrive. Pardon. Voilà, et donc je vais essayer vraiment de vous résumer ce scénario en une dizaine de minutes, ce qui est loin d'être facile, en revenant d'abord, parce que vous avez très rapidement présenté l'association Négawatt, vous m'avez présenté ensuite donc, sur l'association qui effectivement existe depuis 2001, qui rassemble aujourd'hui plus de 1200 membres, avec un noyau dur dont j'ai la chance de faire partie, de compagnons qui produit justement ces réflexions, ces scénarios et toutes les propositions de politiques et mesures que l'on porte sur cette base. Juste avant de parler du scénario, j'ai prévu deux vues qui explicitent ce que j'ai évoqué à l'instant sur la nature systémique de la crise, simplement en insistant très vite sur le fait que quand on pense énergie, on pense en général à des ressources que vous voyez à gauche de cette vue et à des usages de l'énergie que vous voyez à droite, mais il faut vraiment penser en termes de systèmes techniques extrêmement complexes de transformation, conversion, transport de cette énergie. Et le point sur lequel je veux insister ici, c'est que ce système, en fait, il structure l'ensemble de notre fonctionnement, de notre économie et de notre société. Donc il y a une dimension éminemment systémique dans la question de l'énergie et une dimension éminemment systémique aussi
dans la crise de soutenabilité que nous pose ce système énergétique à travers le changement climatique qu'on vient d'évoquer, l'épuisement des ressources, les crises géopolitiques, l'accès à l'énergie et la pollution de l'air que j'ai déjà évoqué, les risques technologiques également. Un point important, c'est que sur chacun de ces enjeux, l'énergie n'est jamais seule et que d'autres secteurs interviennent. Donc il y a vraiment une double dimension systémique à prendre en compte. Après avoir dit ça, je voulais juste vous montrer, parce que ça alimentera la discussion, je pense, tout à l'heure, ce graphique qui est un peu compliqué. Je reviendrai, si vous le souhaitez, sur le détail de la manière dont il est construit. Il résume un travail qu'a fait le GIEC dans son rapport spécial sur les trajectoires 1,5 degré en octobre 2018, qui est de regarder différentes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis de l'ensemble des ODD, les objectifs du développement durable, et de tirer de la littérature scientifique un score positif ou négatif pour chaque croisement d'une option avec un objectif. Et on a simplement représenté sur ce graphique le cumul, et je vous montre, juste pour illustrer quelques points, c'est le fait que toutes les solutions liées à la maîtrise de la demande en bleu sont en général très bien classées en termes d'impact global positif sur les objectifs du développement durable, que les options les plus technologiques, capture, séquestration du carbone ou nucléaire, qui apparaît la bande en gris tout à gauche du graphique, sont au contraire les moins bien classées, et que l'électricité renouvelable, qui est une des bandes grises, la deuxième en partant du haut, est relativement bien classée et beaucoup mieux classée, en tout cas en termes de soutenabilité globale, à travers la revue de la littérature scientifique, que l'option nucléaire. Ah bon, là je pense qu'il faut quand même s'arrêter parce que... On y reviendra. Non, on présente les scénarios, on reviendra. On y reviendra très volontiers. Très volontiers. Ce classement fait par le GIEC, en fait, il rejoint quelque chose que intuitivement Negawatt avait développé depuis le début de ses travaux, qui est résumé dans ce schéma, qui est l'idée que quand on veut traiter le système énergétique et travailler à sa soutenabilité, en fait, il faut partir des usages, des services que nous rend l'énergie, et travailler d'abord à ce que Negawatt a contribué à appeler la sobriété énergétique, qui est pour nous vraiment l'idée d'une intelligence individuelle et collective dans nos usages, pas du tout une idée de privation, mais de caractérisation et de hiérarchisation des usages que nous voulons faire de l'énergie. Première étape de la démarche de la sobriété. La deuxième étape, c'est l'amélioration technique de l'ensemble des rendements, la diminution des pertes, tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et puis la troisième étape, mais qui vient vraiment de manière logique après ces deux étapes seulement, c'est la substitution des ressources. Et pour nous, cette substitution, clairement en termes de soutenabilité globale, elle va vers les énergies renouvelables, qui sont des énergies s'appuyant sur des flux énergétiques, aux dépens des énergies fossiles et nucléaires, qui s'appuient sur des stocks. Et voilà, on est clair sur ce point. Une fois que j'ai posé ces bases, un scénario, à quoi ça sert, vous l'avez dit, ça sert à construire une vision prospective, une vision à long terme, mais aussi à imaginer la trajectoire réaliste pour l'atteindre, et puis du coup à penser les politiques et mesures pour mettre cette trajectoire en œuvre. Donc c'est ce que nous essayons de faire avec le scénario Negawatt, et une fois que j'ai posé ça, je vais venir à quelques éléments de ce scénario, mais je pense qu'on aura l'occasion dans la discussion de revenir en détail sur certains points. D'abord pour vous dire qu'en termes de sobriété, dans le scénario et dans ce qu'on imagine de pouvoir mettre en œuvre, on différencie des leviers, d'abord sur le service, sur l'usage, sur le niveau ou la durée d'exploitation des choses. Donc c'est aussi bien la réparation des objets que l'extinction d'appareils lorsqu'on ne les utilise pas, par exemple. Un levier de dimensionnement des objets qui se traduit par exemple par une stabilisation des surfaces moyennes par habitant à travers des politiques adaptées en matière de logement, qui se traduit aussi par une évolution des véhicules que nous utilisons pour aller vers l'utilisation de véhicules différents en fonction des usages et arrêter de trimballer plus d'une tonne conçue pour rouler à 130 km/h lorsqu'on est seul dedans en ville.
et puis un levier organisationnel qui va par exemple aller toucher à des enjeux de mutualisation d'équipements ou d'espaces de coworking, mais qui va aussi toucher plus profondément à des questions d'aménagement du territoire pour maîtriser les distances que nous avons à parcourir pour accéder à différents services. Et puis dernier point, cette sobriété, on l'applique aussi hors de l'énergie, à la question de l'alimentation, notamment en lien avec les émissions de gaz à effet de serre, et à la question de la quantité globale de biens à fournir, avec par exemple des éléments comme le retour à la consigne ou le travail sur les emballages et sur-emballages. Ça, c'est pour la question de la sobriété. Maintenant, sur l'efficacité, plus classiquement, on va travailler d'abord sur l'efficacité en énergie grise, donc l'énergie consommée pour fabriquer nos équipements, pour construire nos logements. Et là, on va rechercher une optimisation en cycle de vie. On va travailler ensuite sur l'énergie utile, donc l'énergie qui nous apporte réellement un service. Par exemple, et c'est un enjeu majeur de la transition énergétique, sur la rénovation thermique en profondeur, complète, performante de l'ensemble de nos bâtiments. On va travailler ensuite sur l'énergie finale, et ça va être par exemple toute l'amélioration de nos équipements, les ampoules basse consommation, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des véhicules performants. Et on va enfin travailler sur l'énergie primaire, ce qui, par exemple, peut passer par, lorsqu'on passe par l'énergie thermique pour produire de l'électricité, par le principe de cogénération. Dernier point, dernier levier du scénario, le développement des énergies renouvelables. Et là, les messages principaux, c'est que on pense qu'il faut rechercher un développement relativement équilibré en volume entre les énergies renouvelables électriques, auxquelles tout le monde pense en premier lieu, avec un développement prioritairement de l'éolien et également, bien sûr, du photovoltaïque, sur lequel le potentiel est très important, mais au même niveau, un développement de la biomasse. Alors, pas en biocarburant, parce que les biocarburants ont un bilan en cycle de vie qui, de notre point de vue, n'est pas bon, mais en biomasse solide et en biogaz, avec en fait une utilisation uniquement de coproduits ou sous-produits de l'agriculture pour ne pas geler des terres pour les usages énergétiques. Et puis on développe aussi évidemment dans le scénario d'autres formes d'énergie. Vous voyez apparaître en gris une énergie qui mérite d'être mentionnée, qui est en fait la chaleur environnementale, qui correspond à la chaleur prélevée par les pompes à chaleur à travers un développement important dans les bâtiments en même temps que leur rénovation de pompes à chaleur performantes. J'en viens au bilan du scénario, bilan en énergie primaire. Vous voyez ici les effets en assuré des efforts de sobriété d'une part et d'efficacité plutôt du côté de la demande et du côté de la production. L'ensemble permet d'envisager une division par pratiquement 3 de la consommation française d'énergie primaire à l'horizon 2050, par 2 en énergie finale. Et c'est, de notre point de vue, la condition pour que cette courbe rencontre la courbe de développement des énergies renouvelables, qui sont multipliées dans le scénario par 3,5 par rapport à aujourd'hui. Et cette rencontre entre la demande et les énergies renouvelables, c'est une des conditions d'un des résultats essentiels du scénario, qui est l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le scénario Négawatt, en janvier 2017, a été le premier à proposer une trajectoire de neutralité carbone pour la France. Et cette neutralité carbone, vous le voyez ici, elle est atteinte en fait par 3 leviers, par la combinaison de 3 facteurs. Le premier facteur en bleu, c'est la décarbonation quasiment totale du système énergétique. En orange, vous voyez une division par 2 à peu près à l'horizon 2050 de l'ensemble des autres émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs. Et en vert, vous voyez une reconstitution à travers des changements de pratiques sylvicoles et agricoles qui vont de pair avec notamment cette valorisation de la biomasse. Vous voyez une reconstitution de la capacité de nos sols à stocker du carbone de façon naturelle,
ce qui vient faire ces fameuses émissions dites négatives qui compensent le talon d'émissions résiduelles en orange pour arriver sur cette courbe rouge à la neutralité carbone en 2050. On a regardé d'autres bénéfices environnementaux du scénario dans notre évaluation, notamment une réduction de moitié environ de la pollution atmosphérique dans les zones où elle est significative, et une division par 2 de l'empreinte en matériaux non renouvelables de l'économie française à l'horizon 2050. Et puisque je parle d'économie, dernier point en termes de bilan, mais je crois qu'on reviendra aussi sur cette question, le bilan économique ou l'évaluation économique du scénario. Alors vous avez à gauche en rouge une courbe des dépenses d'investissement et d'exploitation CAPEX et OPEX liées à un scénario dit tendanciel. En bleu, la courbe du scénario négawatt. Vous voyez que c'est un peu plus de dépenses à court moyen terme, mais pour beaucoup d'économies à moyen et long terme. Et cette économie, c'est notamment le fait de ne plus dépenser des dizaines de milliards d'euros pour importer des énergies fossiles, ce qui se traduit par une réinjection dans l'économie sur notre territoire et dans tous les territoires. Et pour finir, ça résulte à droite sur un bilan en emploi du scénario qui est extrêmement positif, puisque le solde d'emplois net créé dans un scénario comme Négawatt est d'environ 600 000 à 800 000 emplois à l'horizon 2030-2050. En toute conclusion, quelques mots sur le changement de paradigme que tout ça implique et voilà, le nouveau projet de société que ça dessine. D'abord, à travers une action au plus près de gisements très localisés, puisqu'on va chercher les maîtrises de la consommation ou les renouvelables là où ça se joue. La nécessité pour y parvenir d'aller vers une action locale, mais de le faire dans une vraie cohérence des acteurs autour d'un projet commun, d'où la nécessité de faire émerger politiquement une vision positive. La création de valeur pour l'économie, notamment autour de justement l'économie de ressources plutôt que leur destruction, la protection des communs, et pour finir, et ça peut intéresser notamment un public d'ingénieurs comme le vôtre, l'innovation, mais qui va être de moins en moins, de notre point de vue, une innovation dans les techniques et de plus en plus une innovation dans les services. Voilà, merci. Merci pour votre présentation, Pierre. Je vous laisse la parole, monsieur Ozzel. Ouais, c'est impressionnant. Alors, il faut peut-être que je présente Négatep de mon côté. Pas Négatep, excusez-moi, Second Climat. Second Climat, on doit avoir 300 inscrits sur l'Agora. Alors, le profil d'un inscrit sur l'Agora médian, c'est celui d'un directeur de recherche à la retraite. Et vous avez d'autre part des jeunes ingénieurs, vous avez des directeurs de recherche. On a donc un panel assez diversifié. Alors c'est pour ça que par exemple Hubert Flocard a écrit vers 2010 les 3 articles principaux sur l'éolien. Il pose la question, est-ce que l'éolien diminue les émissions de carbone? Est-ce qu'on peut mettre de l'éolien en mer? Est-ce que ça a un intérêt? Et est-ce qu'il y a un foisonnement au niveau européen? Donc là, on a tout. Et normalement, après ça, on aurait plus dû mettre d'éolien en France. Mais enfin bon, ça, ce n'est pas répertorié. Alors, c'est impressionnant quand même. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a des choses. Donc ça, Négatep, dans Second Climat encore, je veux dire qu'on a quelques membres de l'Institut parmi notre conseil scientifique. Je vous conseille de regarder notre conseil scientifique puisque on vous propose d'aller voir du côté de Négawatt aussi. Est-ce que vous n'aviez pas une vidéo, une courbe où vous montriez la sortie des énergies fissiles et fossiles? Ici. Ouais. Oui, mais je ne l'ai plus du coup. D'accord, moi c'est pas grave. Enfin, Négawatt, il faut voir que Négawatt sort du nucléaire avant de sortir des énergies fossiles.
Monsieur, on vous demande de présenter votre scénario, s'il vous plaît, pas D'accord. de décret Non, mais là, il y a eu... de contredire celui de Négawatt. Il y a eu juste un transparent, on disait que le GIEC ne promouvait pas le nucléaire. Alors, les climatologues sont chez nous et le GIEC promeut des trajectoires de multiplication par 2 à 6 du nucléaire, malgré les sous-traitants du GIEC qui s'appellent IASA. IASA sont des Autrichiens antinucléaires, d'accord, et ils promeuvent avec difficulté le nucléaire. En revanche, ils promeuvent le solaire thermodynamique, et le solaire thermodynamique, vous n'avez pas une centrale géante qui a été construite. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Bon, alors je vais essayer de vous présenter Négatep. Alors, pour connaître les besoins d'une population, il faut faire un peu de sciences sociales. Alors, sciences sociales, par exemple, 1869, Gibbons, que raconte Gibbons, il dit que faire de la sobriété et de l'efficacité, c'est impossible. Quand vous faites de la sobriété, vous réduisez la consommation, mais quand vous faites de l'efficacité, la consommation finit par augmenter. Et ça, c'est pas à partir après 2001, c'est 1869. Maintenant, si vous vous demandez quels sont les besoins de la population, il suffit que vous regardiez un peu l'actualité. L'actualité, vous avez eu pas mal de crises sociales, et sans s'en rendre compte, toute la population demande une croissance du PIB. Qu'est-ce que c'est le PIB? Ce sont des flux monétaires. Donc vous avez des gens qui manifestaient pour les retraites, ils voulaient plus de flux monétaires. Vous avez les gens dans les hôpitaux, ils veulent plus de flux monétaires. Vous avez les gens dans les EHPAD, ils veulent plus de flux monétaires. Et vous avez même un chef d'état-major des armées qui a été démissionné parce qu'il voulait plus de flux monétaires. Donc maintenant, vous avez sur les bras la question du vieillissement de la population. Vous avez des problèmes géostratégiques. Et vous allez commencer une décroissance maintenant. Il faudra assurer. Hein? Alors, quand on regarde les besoins, on s'aperçoit que le PIB augmente. Quand le PIB augmente, la consommation d'énergie augmente. Alors, elle augmente 1% de PIB, ça donne entre 0,5 et 1% d'énergie primaire en plus. Et donc, il faut se fixer, non pas à l'époque où le SMIC est à 1 200 € et où le minimum vieillesse est à 900 €. Mais il faut imaginer une augmentation des salaires sur cette période. Donc si vous avez une augmentation des salaires sur cette période, vous avez une augmentation de la consommation d'énergie. Et ensuite, vous appliquez l'efficacité. Alors, dans Négatep, c'est en énergie finale, vous avez en gros dans tous les secteurs une demande qui est constante parce qu'on va maîtriser l'augmentation de la consommation par l'efficacité. Alors, en particulier, il ne faut surtout pas envisager de réduire l'énergie qui est affectée à l'industrie, parce que vous êtes dans un pays où vous avez 60 milliards de déficit commercial chaque année. Donc là, il faut au contraire prévoir que l'efficacité dans l'industrie permettra de libérer de l'énergie pour produire plus. C'est à vous de rétablir la balance commerciale. Donc je vous ai mis en bas à quoi servaient les flux monétaires. Donc les flux monétaires, ça sert à la protection sociale, à l'éducation, à la défense et même à l'aide au tiers-monde. Si vous voulez faire décroître un de ces flux, allez-y. Alors moi, je vous propose de dépasser Jancovici. Jancovici, comme Marignac, c'est une superstar. Qu'est-ce qu'il dit, Jancovici? Il va falloir se résoudre à la question, à la croissance zéro. Si on garde le nucléaire, il dit ça permet de réduire la décroissance. La croissance zéro, allez dire aux gilets jaunes. Ils veulent de la croissance zéro, les gilets jaunes? La croissance